Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on plonge dans un texte qui fait un peu peur à beaucoup de monde, un extrait de la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un des Everest de la philo. L'objectif, c'est vraiment de s'attaquer à un concept qui sonne incroyablement compliqué, la logique transcendantale. Absolument. Mais cet extrait, il faut le voir comme un camp de base bien équipé. Il nous donne tous les outils pour comprendre l'ascension que Kant nous propose. Et on va voir qu'en fait, c'est assez logique. C'est rassurant. Pour moi, ça ressemble un peu à une tentative de comprendre le système d'exploitation de notre cerveau. C'est une excellente image. Avant Kant, j'ai l'impression que les philosophes se disputaient pour savoir si c'était le logiciel de base, la raison, qui était le plus important, ou toutes les données qu'on télécharge depuis le monde, l'expérience. Oui, le débat classique entre rationalistes et empiristes. Et là, Kant arrive et dit « Attendez une minute ». Personne n'a jamais regardé le code source du système d'exploitation lui-même. C'est un peu ça l'idée ? C'est une image parfaite pour commencer. Il veut vraiment faire ça à une sorte d'archéologie de notre propre entendement. Comprendre non pas ce que l'on pense, mais comment il est possible qu'on pense de la manière dont on le fait. D'accord. Et la question fondamentale qui le hante, et qui est au cœur de ce texte, c'est comment peut-on connaître des choses sur le monde avec certitude avant même d'avoir regardé le monde ? Ok. Alors on commence par où ? Le texte attaque avec cette idée de logique générale. C'est le point de départ, le concept que Kant veut visiblement dépasser. Exactement, c'est la logique classique, celle qu'on connaît depuis Aristote. C'est l'étude des règles qui font qu'un raisonnement est valide. Le fameux « tous les humains sont mortels »,« Socrate est un humain », Donc Socrate est mortel. Voilà, la logique générale vérifie que cette structure, que ce syllogisme, tient la route. D'accord. Le texte dit qu'elle fait abstraction de tout contenu de la connaissance. J'avais pensé à une analogie. Je suis curieux. C'est comme s'intéresser uniquement aux règles du jeu d'échecs. On s'assure que le fou bouge bien en diagonale, la tour en ligne droite, mais on se fiche complètement de savoir si les pièces sont en bois, en plastique ou en marbre. C'est ça. La règle est la même, le contenu ne compte pas. C'est un très très bon point de départ. Mais Kant, lui, irait plus loin. Il dirait « Votre analogie est juste, mais vous oubliez le plus important. Qu'en est-il de l'échiquier lui-même » Ah ! De cette structure de 64 cases, de cette alternance de noir et de blanc, la logique générale ne se pose jamais la question de savoir d'où vient le plateau de jeu sur lequel on pose les pièces. Elle le prend pour acquis. Ah, je vois. Le plateau, c'est la structure même de notre pensée qu'on ne remet jamais en question. Précisément. Et donc, la logique générale se contente de vérifier que les coups sont valides sur ce plateau sans se demander d'où il sort. Tout à fait. Pour Kant, cette logique est utile, mais elle est générale parce qu'elle ne fait aucune distinction sur l'origine des pièces. C'est-à-dire ? Que la pièce soit une idée qui vient de nos sens, il appelle ça empirique, ou une idée qui vient de la pure raison, qu'il nomme a priori, eh bien, la logique générale s'en moque. D'accord. Elle vérifie juste la cohérence formelle du discours. Et c'est là qu'il propose sa grande innovation. Le texte bascule vers l'idée d'une pensée pure d'un objet. Oui. Si la logique générale est comme un correcteur orthographique qui vérifie la grammaire sans comprendre le sens, on dirait que Kant veut inventer un logiciel qui analyse le sens lui-même. C'est ça la rupture. C'est exactement la rupture. Il se dit, si on a déjà admis, dans une autre partie de son livre, qu'il existe des structures pures de notre sensibilité, comme l'espace et le temps. Oui, l'échiquier de la perception. Voilà. Alors, ne pourrait-il pas exister aussi des concepts purs, des pièces de jeu que notre entendement possède déjà avant même de commencer la partie avec le monde ? Des pièces spéciales qui ne viendraient pas du monde extérieur, des pièces qui appartiendraient en propre aux joueurs, à notre esprit. C'est ça. Et il imagine donc une nouvelle science, une logique qui, contrairement à l'ancienne, se focaliserait exclusivement sur ces pièces-là. Elle ferait un tri, en quelque sorte. Un tri radical. Elle exclurait volontairement tout ce qui est empirique. Son unique obsession serait de comprendre l'origine de nos connaissances des objets, mais uniquement l'origine a priori. Elle veut dresser l'inventaire des outils que notre esprit apporte à la table. C'est ça, avant même que le repas de l'expérience ne soit servi. Exactement, ok, je saisis. La vieille logique était indifférente à l'origine des idées. La nouvelle logique, elle, en fait sa question centrale. Elle veut isoler ce qui est purement made in a priori. Oui, et le texte est très clair là-dessus. Cette nouvelle science ne s'occupe que des lois de l'entendement et de la raison, mais seulement en tant qu'elle se rapporte à des objets a priori.
C'est un filtre extrêmement sélectif. Justement, tu viens d'utiliser le terme « a priori ». Et c'est là que le texte fait une pause, une sorte de mise au point cruciale sur le mot « transcendantal ». Ah, le fameux passage. Il insiste lourdement. Ce n'est pas la même chose que « a priori ». Et j'avoue que c'est un point où je me perds souvent. On a l'impression que c'est interchangeable. C'est le point où 99% des lecteurs de Kant froncent les sourcils. Et c'est normal. Franchement, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai dû le relire 10 fois en me disant « Mais de quoi parle-t-il » D'accord, ça me rassure. Il faut vraiment voir ça comme deux niveaux d'analyse différents. Alors, essayons de clarifier. Une connaissance a priori, c'est une connaissance qui ne dépend pas de l'expérience. Le classique 2 + 2 = 4. Oui, pas besoin de vérifier avec des pommes. C'est une vérité de raison. C'est ça. Kant prend dans le texte l'exemple de la géométrie. Les théorèmes sur les triangles sont des connaissances a priori sur les propriétés de l'espace. On les démontre par la pure logique. D'accord, la géométrie a priori, mais, et c'est là que ça devient tordu, il dit que l'espace, lui-même, ou un théorème de géométrie, n'est pas une représentation transcendantale. Pourquoi ? Alors, Si c'est pur, si c'est a priori, pourquoi ce n'est pas transcendantal ? parce que ce qui est transcendantal, ce n'est pas la connaissance elle-même, mais l'enquête sur cette connaissance. C'est un niveau méta. Un niveau méta. Oui, le mathématicien qui prouve un théorème, il fait de l'a priori. Mais le philosophe comme Kant, qui se recule et se demande « Attendez une seconde, comment est-il possible que la géométrie, cette pure construction de notre esprit, s'applique parfaitement au monde réel ?» Cette question-là, Cette enquête sur les conditions de possibilité. c'est ça, le transcendantal. Ah, d'accord, je crois que ça c'est clair. Donc, faire de la logique pure, c'est a priori. Se demander comment la logique pure peut-elle nous dire quelque chose sur le monde, ça, c'est transcendantal. T'as mis le doigt dessus. Le transcendantal n'est pas un type de connaissance, mais un type de questionnement sur la connaissance. C'est exactement ça. Le texte le dit noir sur blanc. Le transcendantal concerne la possibilité de la connaissance ou de son usage a priori. C'est pour ça qu'il dit que cette distinction appartient à la critique des connaissances. D'accord. L'adjectif transcendantal ne décrit pas un objet de connaissance, il décrit la nature de l'enquête philosophique de Kant lui-même. Il est en train de nommer sa propre méthode. C'est beaucoup plus clair. Alors maintenant qu'on a le nom de sa méthode, quel est le but du jeu ? Après toutes ces distinctions, il nous parle enfin du projet, de cette logique transcendantale. Oui, il veut en faire une science de l'entendement pur. C'est un programme ambitieux. C'est le programme de toute sa philosophie, ou presque. Puisqu'on a fait l'hypothèse qu'il existe dans notre esprit ces concepts purs, ces actes de la pensée, qui ne viennent pas des sens, alors il faut en faire la science. Il faut cartographier ce continent inconnu de notre propre esprit. C'est ça ? Et le texte donne un plan d'attaque très précis, en 3 points. Cette science doit déterminer l'origine, l'étendue et la valeur objective de nos connaissances a priori. Oui, ça sonne presque comme une procédure judiciaire. Ça me fait penser qu'il est en train de mettre notre propre esprit sur le banc des accusés. C'est une excellente façon de le voir. On peut filer cette métaphore. Ce procès de la raison par elle-même comporterait 3 grandes questions. D'accord ? Premièrement, l'origine. D'où viennent les pièces à conviction ? Ces concepts purs comme la causalité ou la substance, d'où sortent-ils ? Oui. Le texte est clair. Ils ne sont ni empiriques ni esthétiques, c'est-à-dire liés à l'espace et au temps. Ils doivent donc venir de l'entendement lui-même. Le premier job, c'est de trouver leur source et d'en dresser la liste complète. D'accord, la provenance des preuves. Ensuite, l'étendue, j'imagine que ça correspond à la juridiction du tribunal. Jusqu'où ces concepts ont-ils le droit de s'appliquer ? Exactement. C'est la question des limites. Est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour parler de tout et n'importe quoi ? La grande conclusion de Kant, c'est non. Un non catégorique ? Absolument pas. Ces concepts ne sont légitimes, ils ne peuvent produire de la connaissance réelle que lorsqu'ils sont appliqués à des objets de l'expérience possible. Ah d'accord. Tenter de les utiliser pour parler de Dieu, de l'âme, c'est comme essayer d'utiliser le code de la route pour naviguer en haute mer. Ça n'a aucun sens. On sort de leur juridiction. Définir cette frontière, c'est un objectif central. Et enfin, le troisième point, qui semble le plus important, la valeur objective. Le verdict du procès. Une fois qu'on sait d'où viennent les preuves et où elles s'appliquent, la question finale est, sont-elles fiables ? Est-ce qu'elles correspondent à quelque chose de réel ? C'est la question cruciale. Ces concepts qui viennent de notre esprit, sont-ils de simples lubies, des fictions utiles, ou ont-ils une vraie valeur objective ? Et alors, sa réponse ? Sa réponse est révolutionnaire. Il va dire que non seulement ils sont valides, mais qu'ils sont la condition même de toute réalité objective pour nous.
Comment ça? Sans des concepts comme la causalité, pour lier les événements, ou la substance, pour penser des objets qui durent, nous n'aurions qu'un flux chaotique et incompréhensible de sensations. Ah oui! Ils ne décrivent pas le monde, ils le rendent possible pour la pensée. Donc, si je résume tout ça, on est passé d'une logique qui était une sorte de code de la route formelle de la pensée, à une enquête quasi judiciaire sur notre propre esprit. C'est une bonne synthèse. Kant ne veut plus seulement vérifier si nos raisonnements sont corrects, il veut savoir d'où viennent nos outils de pensée, jusqu'où on peut les utiliser, et s'ils sont au final dignes de confiance. La distinction fondamentale à retenir est vraiment celle-ci. La logique générale s'occupe de la cohérence interne de nos pensées. Elle s'assure que notre discours ne s'effondre pas sur lui-même. Voilà. Alors que la logique transcendantale, elle, s'interroge sur le rapport de nos pensées au monde. Elle ne se demande pas si nos idées sont bien connectées entre elles. Mais comment elles peuvent se connecter à un réel objectif? On ne regarde plus le discours, on regarde la machine qui produit le discours. C'est un changement de perspective radical. Et ça nous laisse avec une question vertigineuse pour la suite. Kant, dans ce texte, part de la présomption qu'il existe bien des concepts qui sont de purs actes de la pensée, qui ne viennent pas de nos sens. Oui, c'est son point de départ. Si on accepte cette idée, même un instant, ça veut dire qu'on se promène tous les jours avec des outils mentaux dont on ignore la provenance. Quels sont-ils? Et c'est la question parfaite pour conclure. On peut même en identifier quelques-uns qu'on utilise toutes les 5 minutes. Prenez la notion de cause. On passe notre temps à dire « ceci a causé cela ». La pluie a causé le sol mouillé. Mais est-ce qu'on a déjà vu la causalité? Non, jamais. On voit la pluie tomber, puis on voit le sol être mouillé. Mais le lien lui-même, cette force invisible qui lie les deux, on ne l'aperçoit jamais avec nos sens. C'est une connexion que notre esprit impose pour donner un sens à la succession d'événements. C'est fou quand on y pense. Ou un concept encore plus simple, l'unité. On regarde une chaise. On perçoit du bois, 4 pieds, un dossier, une couleur. Une multitude de sensations diverses. D'accord. Et pourtant, notre esprit synthétise tout ça en une chaise. D'où vient ce concept d'unité qui nous permet de rassembler le chaos des perceptions en un objet unique et cohérent? Il ne vient pas de l'expérience. Il la précède pour la rendre possible. Ces concepts de cause, unité, substance, possibilité sont comme des lunettes que nous portons en permanence sans même savoir qu'elles sont sur notre nez. La logique transcendantale de Kant, c'est la tentative de retirer ces lunettes, de les poser sur la table et pour la première fois de les examiner pour comprendre comment elles colorent et structurent absolument tout ce que nous voyons.